Salut à tous, c'est Bismart. On est parti donc pour une heure. Alors une heure d'interview avec deux interlocuteurs. D'abord, on va parler longuement avec François Langlais qui écrit un bouquin que j'ai là devant moi, qui va apparaître dans un instant de toute façon forcément. Rien ne va, ce qui est quand même le grand gimmick quand même de François depuis maintenant un bon moment, sauf que là il rajoute un mais, il nous dit sur la première page que le bouquin est un livre optimiste. Bon, on va en parler. Non, après, au fond, le fond du bouquin, c'est que François, mais on va raconter ça, a l'impression, a le sentiment, démontre qu'une parenthèse libérale se referme. Avec McDonald's au debout de, je trouve que l'image est formidable. Voilà, donc on va raconter tout ça et puis d'autres éléments, et évidemment, puisque ce bouquin parle aussi, enfin fait un état un petit peu général du monde économique aujourd'hui. Et puis ensuite, alors dossier d'actualité celui-là, les retraites, et quand je veux parler des retraites, faire le point sur les retraites, j'appelle toujours le même, Emmanuel Grimaud, qui a beaucoup de choses à nous raconter, notamment sur l'emploi des seniors. Lui vraiment, alors, il martèle, il dit mais c'est la plus grosse fake news qui empoisonne le débat sur les retraites, cette idée que la moitié de ceux qui prennent leur retraite sont au chômage. C'est faux, archi faux, démontré par tous les chiffres, c'est 14% à peu près. Et ça fausse tout le débat derrière. Débat qui pourrait être intéressant et qui, j'espère, sera intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, François Langlais, salut François. Bonjour Stéphane. Rien ne va, mais... alors, juste un petit mot... On est sur Bismart, vous verrez, je vais vous conseiller le bouquin, mais 2023, l'année qui peut nous sauver, François parle de tout sauf de ça. Voilà, donc si vous cherchez... En même temps, c'est toi qui m'avais appris cette formule sur la prospective. Pourquoi a-t-on créé l'astrologie? Pour donner un peu de crédibilité aux prévisions économiques. Donc livre très agréable à lire, dont on va parler avec un certain nombre de formules. Tu parles, donc là on parle de la crise de l'énergie et tu écris « Chacun d'entre nous regarde désormais les brûleurs de sa cuisinière avec un mélange de crainte et de respect. » On en est tous là, hein? J'ai adoré à cette la veille phrase. de l'hiver. J'ai adoré cette phrase. Bon, un nouveau cycle écrit-tu est toujours livré en vrac, comme un meuble Ikea. Et donc, ce que tu écris, ce que tu veux démontrer, ce dont on va parler, c'est ce que tu appelles la mort du cycle libéral, le retour en force du producteur au détriment du consommateur. Alors, tu prends la parenthèse McDo à Moscou. Explique-moi un peu ce qui t'intéresse dans cette parenthèse McDonald's à Moscou. Au fond, ce cycle libéral, il a deux bornes. Il naît avec la chute du mur. C'est-à-dire au moment où les multinationales peuvent s'élancer à la conquête de marchés étrangers, soit pour vendre leurs produits, soit pour faire fabriquer leurs produits dans les meilleures conditions. Parallèlement, 89, la chute du mur, c'est l'ouverture de la Chine. Enfin, 89, c'est Tiananmen, mais la parenthèse Tiananmen ne dure pas. Dès 92, Deng Xiaoping fait son voyage dans le Sud et exhorte les Chinois à être capitalistes, au fond. Donc, en quelques années, des centaines de millions de bras arrivent sur le marché du travail mondial, les frontières s'abaissent, le capital est désormais complètement libre de circuler. En Europe, la libre circulation du capital, c'est 90. Les États se retirent du fonctionnement de l'économie en disant, au fond, c'est pas notre boulot, il faut qu'on laisse les acteurs faire seuls, et on confie même la politique monétaire à des organismes indépendants, une espèce d'ovni, les banques centrales indépendantes, sur le modèle de la Bundesbank. Commence alors ce cycle de mondialisation sous la protection américaine, parce que c'est l'une des thèses du livre, c'est qu'il n'y a pas de mondialisation sans puissance mondiale. Il faut qu'il y ait une puissance mondiale qui puisse faire la police, c'est-à-dire imposer à tous les méchants de rester dans leur terrier, parce qu'ils ont peur, qui puissent... T'as raison, en plus 91, c'est la première guerre du Golfe, c'est la fin de la première guerre du Golfe. Absolument. Ça colle aussi, quoi. Et c'est le triomphe la puissance américaine de l'hyperpuissance, l'expression est de Védrine, l'hyperpuissance américaine qui fédère tout le monde derrière elle parce que tout le monde a peur. Du coup, les Poutine de l'époque, Erdogan de l'époque, c'est pas Xi Jinping, c'était Jiang Zemin qui est mort il y a 2 jours, mais tout le monde reste calme parce que on a peur. Et finalement, c'est exactement le même scénario que celui qui avait fait prévaloir l'Empire britannique 100 ans avant. Une mondialisation réussie, c'est un patron qui inspire le respect et la crainte, justement. C'est un patron qui émet une monnaie mondiale, le dollar. C'était la livre sterling avant, c'est un patron aussi qui définit les règles commerciales, de transactions, etc. On a eu ça pendant 40 ans, c'est fini.
L'autre borne, c'est la guerre d'Ukraine, bien sûr, hein, qui justement réintroduit le risque géopolitique et le fait prévaloir sur la logique économique, contrairement à ce qui s'était passé. Alors pourquoi McDo ? Parce que justement au tout début de cette période libérale, McDo plante son fanion à Moscou et c'est le symbole de la victoire de la démocratie. Sur la place rouge, hein, devant le Kremlin, enfin pas exactement sur la place rouge, mais au pied du Kremlin. Place Pouchkine, je crois, donc c'est tout près. Et bon, alors victoire de la démocratie ou plutôt du libéralisme économique, mais à l'époque, souvenons-nous, c'était confondu. C'est le fameux bouquin de Fukuyama qui dit c'est la fin de l'histoire et l'Occident l'a gagné. Warren Buffett d'ailleurs dira la même chose un peu plus tard en disant la lutte des classes existe, on l'a gagnée. Hein. Donc McDo, l'arrivée de McDo en Russie, au cœur de ce qui était naguère le bloc communiste, symbolise cette victoire occidentale, mais 35 ans plus tard, McDo repart avec ses sacs en papier un peu en catastrophe. Il est obligé de quitter Moscou et c'est un local qui rachète ses officines pour fabriquer des pseudo-McDo. Et ça signe bien le retour. Ah, c'est magnifique. L'image est c'est parfaite. Les deux bornes de la mondialisation. Parfaite. Mais ça veut dire que tu considères que l'attaque de Poutine est le signe, de la même manière, à la limite, que Bush au Koweït disait « c'est nous qui allons décider, enfin c'est nous qui décidons de ce qui se passe et de qui a le droit d'envahir qui ». Poutine dit désolé l'Amérique, j'ai plus peur de vous, bien et sûr, donc je vais faire. Bien sûr, bien sûr. Là, en fait, il y a un moment, peut-être si Trump était resté, il n'aurait pas osé le faire, etc. Voilà. Mais il y avait quelque chose de déliquescent, quoi. Mais oui, je pense que au fond, le fait central, c'est pas la guerre d'Ukraine en tant que telle, c'est l'effacement américain. Et alors, c'est long, progressif, il y a des allers-retours, etc. Mais jamais Poutine n'aurait pris ce risque-là il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Et de ce point de vue, le retrait calamiteux d'Afghanistan a été un signal. Tout comme l'a été une phrase de Biden qui dit « bien sûr, on n'ira pas combattre en Ukraine ». Souviens-toi, il a dit ça juste avant le déclenchement des hostilités. Bon, en gros, c'était permis de tuer. Ouais. Et c'est la même chose avec le réveil d'Erdogan face à la Grèce, qui montre les dents face à la Grèce. C'est la même chose avec la radicalisation chinoise qu'on observe sur des tas de sujets économiques, politiques, On va en parler largement de la Chine, parce que tu la connais parfaitement, donc on va en parler. C'est la même chose avec les missiles de Kim. De Corée du Nord. Tous les 8 jours, il tire un missile. Enfin, lui, il le faisait avant, il le fera après, il est dans une autre dimension. La fréquence s'intensifie. Mais bon, alors, on dit déclin américain. En fait, l'Amérique est quand même encore là, sur l'Ukraine, on le voit, etc. Au fond, le fait central, et on arrive à la Chine, c'est qu'il y a un contre-pouvoir qui, en termes de volume dans l'économie mondiale, c'est la Chine. Et du coup, mécaniquement, ça fait que tous les méchants, là, on les a vus d'ailleurs, réunis par Xi Jinping, c'était un peu la réunion du spectre. Oui, c'était où ? En Azerbaïdjan, ou je sais pas où, là. C'était à Samarcande. C'était à Samarcande. Et c'était... Bon, maintenant, ils se sentent pousser des ailes, parce qu'ils disent, là, James Bond, il est un peu down, donc il est down de sa volonté, ou il est down parce que économiquement, il peut plus assumer le truc, très etc. Je pense que le truc structurant, c'est quand même ce que Paul Kennedy, l'historien des empires, appelle la surexposition impériale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'Empire, il est fatigué d'aller combattre aux confins, sa population ne veut plus y aller. Et puis le soubassement, quand même, de la puissance militaire et du désir de conquérir, c'est l'économie. Et de ce point de vue, la Chine est arrivée quand même, et se conquiert, sur les 30 dernières années, une part du gâteau substantielle. Ça ne se fait pas au détriment exclusif des États-Unis, mais quand même, le poids relatif des États-Unis dans l'économie mondiale, il a diminué, même si le pays est en croissance. Et là-dessus, ce qui te donne raison, c'est que Biden... J'ai appris récemment, très récemment, que la politique de la chaise vide à l'OMC, dénoncée, organisée par Trump, reprise par Biden. Intégralement. Sans aucun problème. Ils n'ont jamais aimé ce truc-là. Voilà. Et au fond, ils l'ont supporté à partir du moment... Et donc c'est quoi l'idée ? L'idée, ils se sont dit à un moment, les Chinois vont finir par nous manger la laine sur le dos et nous tailler des croupiers. De ce point de vue, l'apport de Trump a été majeur. On l'oublie, mais c'est lui. Obama, le premier mandat, c'était, souviens-toi, le G2. C'est le condominium mondial, on va gérer la crise de 2008-2009, etc. Ça n'a pas tenu, ça n'a aucun sens. Et c'était encore les billevesées de ce qu'on appelait la Chine-Amérique. Comme dit Neil Ferguson, la Chine-Amérique, c'est chimérique, ça n'existe pas. Ah, magnifique. Du fait de qui, François ? Du fait des Chinois ou du fait des Américains ? Des intérêts divergents. Qui seront forcément divergents. De toute façon, il y a une loi fondamentale pour les individus, comme pour les sociétés, comme pour les pays. Plus vous êtes successful, moins vous êtes tolérant vis-à-vis des autres.
Et plus l'interdépendance est vécue comme une dépendance, donc de façon difficile. Et cette logique, on l'a vu se développer au deuxième mandat d'Obama. Obama n'a pas osé prendre le taureau par les cornes sur ce sujet comme sur tous les autres. Et donc il a fait ce qu'il appelait la stratégie du pivot asiatique en essayant de contrer, sans le dire, la puissance chinoise. Bon, c'était au fond, justement, essayer de ceinturer un taureau, alors que c'est pas... Enfin, je veux dire, il faut des banderilles, quoi. Hein. Et Trump est arrivé... Allez voir un film fantastique où ils le font qui s'appelle Asbestas. C'est des chevaux qu'ils essayent de ceinturer. Extraordinaire. Tu as parfaitement raison. Mais Trump est arrivé avec sa naïveté, ses foucades, ses bêtises, etc. Mais il a pointé le doigt sur le problème stratégique clé. Et il a pris deux fronts en disant stop, c'est fini. Et on a dit, bah oui, c'est parce qu'il est cinglé. Non, c'est parce qu'il a vu les choses, et la meilleure preuve, c'est que Biden fait la même chose, de façon probablement plus intelligente d'ailleurs. Mais c'est Trump qui a marqué le véritable coup d'arrêt à ces faux semblants d'amitié Et sino-américaine. donc, tu dis que cette fatigue des empires correspond en fait... Tu écris à une fatigue de la mondialisation, comme si les peuples étaient fatigués de la liberté et de ses inconvénients. Bien sûr. Belle phrase. Je pense que c'est manifeste depuis une quinzaine d'années, en fait, depuis la crise financière qui, à mon sens, a ouvert cette période de transition. Et on s'approche probablement de la fin. C'est pour ça que je reste assez optimiste. Je pense qu'on en a fait l'essentiel. Probablement toutes les chaussures ne sont pas tombées de l'arbre, et notamment au plan financier, au plan boursier, etc. Mais quand même, je pense qu'on approche de la fin de cette transition. Oui, la fatigue de la mondialisation, au fond, pardon de dire une banalité, mais on voit bien qu'elle a des effets très différenciés en termes de revenus sur les populations. Sur le fragment le plus qualifié, elle offre des possibilités de carrière et d'enrichissement considérables. Tout à fait. Considérables. Et à l'inverse, sur la moitié moins qualifiée, ça a exercé une pression très forte, soit sur les salaires dans les pays avec des marchés du travail sans réglementation, et soit sur l'emploi dans des pays comme la France, où il y a un SMIC, mais qui en réalité ne protège pas. Ça a quand même fait sortir de la pauvreté 2 bons milliards d'individus, on est d'accord, François. Bien sûr, bien sûr. Non, mais quand je dis ça, je pense que c'est pas on a fait des conneries, etc. Oui, c'est ça, tu constates en fait. Je constate. Tu juges pas, tu constates. C'est ce qui rend le bouquin très agréable. Si j'avais un jugement à porter, je dirais probablement pendant les 20 premières années ou les 30 premières années, bien évidemment que ça valait le coup, parce que le bénéfice collectif a été amélioré. C'est la fin, comme toujours. C'est-à-dire que le pendule va trop loin. Et c'est ça qui fait que mécaniquement, il se déporte vers l'autre côté. C'est la même chose au plan politique. Il y a une demande d'ordre qui vient de nos sociétés en ce moment. Alors tu parles de la conversion de Macron là-dessus. Parle-moi de ça, parce que tu dis que c'est une très très belle image de ce qui est en train de se passer. Ce qui est drôle, c'est que la France est toujours en retard dans ses cycles. Au moment du cycle libéral, nous, on vote Mitterrand. On ne comprend pas encore le truc. Mais dès 83, la pression est tellement forte que Mitterrand lui-même libéralise sous couvert d'Europe. Et ça aura été l'un des présidents les plus réformateurs, d'un strict point de vue libéral, j'entends, hein, si on accepte les 2 premières années de son mandat, bien sûr. Mais entre 83... Tout le monde dit, tous les chefs d'entreprise que je croise, etc., disent Pierre Bérégovoy est le ministre le plus libéral qu'a eu la France depuis la Troisième République. Béret, et puis après, le gouvernement Chirac. Hein. C'est Chirac 86 et Béret, il vient après Édith Cresson, je crois, c'est ça, 93. Donc cette période-là, gauche et droite d'ailleurs, hein, en alternance quasi mécanique, est une période de transformation du pays considérable, sous la poussée du libéralisme que nous récusons au départ, mais qu'on accepte. Et en 2017, il se passe exactement l'inverse. Le monde entier devient protectionniste, nous, on vote pour le gars le plus libéral qui dit « start-up nation ». On ne comprend pas non plus. Hein, le temps que ça traverse les Corses, il faut que vraiment 2-3 ans... T'es sévère, parce qu'à ce moment-là, il y a un appel d'air quand même, il y a un changement de génération un peu partout en Europe. Bon, Merkel fatigue, mais on le voit en Espagne, on le voit en Italie, on le voit... Il y a un mouvement, quoi. Voilà. C'est vrai, changement de génération, Stéphane, mais pas pour être libéral. Hein. Pas pour être libéral. En Espagne, c'est très clair. Portugal, non, c'est très clair. En Italie, c'est très confus, mais c'est difficilement lisible. Et je pense qu'effectivement, on voit aujourd'hui Macron faire son 83 à l'envers. C'est-à-dire nous chanter les vertus, quand il exalte les vertus du protectionnisme européen, il y a 3 jours, donc il y a 15 jours dans les Échos. Moi, je m'en réjouis, hein. Mais c'est quelque chose qu'il n'aurait évidemment pas dit il y a 4 ou 5 ans. Alors,
Après, avec Macron, la question c'est au fond jusqu'où y croit-il lui-même, comme d'ailleurs c'était la question avec Mitterrand. Croit-il en quoi que ce soit? Voilà, ouais. C'est le propre de ces politiques, mais bon, par-delà, disons... Mais en tout cas, très clairement, c'est, on va dire, un symptôme de ce que tu décris. Je pense. Les politiques s'adressent à un marché. Quand le marché change, il faut que l'offre change. Tu le dis à un moment, on va parler de, parce que c'est très intéressant, le retour de la politique industrielle. L'économie et les entreprises vont désormais faire là où on leur dit de faire. Oui, c'est nouveau ça. Alors voilà, parce que c'était l'inverse pendant 40 ans. Et bien sûr. Et on l'a dit et répété, nous qui sommes journalistes, qui l'ont été pendant cette période-là, que finalement la logique économique, celle des marchés, s'imposait au gouvernement. Ça reste en partie vrai quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, hein, où c'est effectivement les marchés qui ont dézingué Liz Truss. A raison. Hein. Là, pour le coup, celui qui se plaindrait de la dictature des marchés, ça serait heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils ont arrêté quand même une politique confondante d'inanité. Mais quand même, le poids du politique va être beaucoup plus important parce que le risque géopolitique réapparaît. Ouais. Et c'est cette nouvelle contrainte à laquelle les entreprises sont en train de se soumettre, ouais. Non sans difficulté. Pour la Russie, ça s'est fait instantanément parce que voilà, c'était la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est la Chine. Je ne rencontre pas un patron qui ne dise aujourd'hui, je surveille un peu mon exposition à la Chine. Certains me disent même, je limite la part de mon chiffre d'affaires. Mais un type qui se serait comporté comme ça il y a 3 ans, on se serait dit, mais il est piqué. Ouais. Et j'ai vu un certain nombre de patrons allemands, là, à la fin de l'été, alors qui, eux, sont dans une position plus complexe, parce que le poids relatif de la Chine dans leur business et dans leur profit est beaucoup plus important. Mais ils sont très préoccupés. D'où, d'ailleurs, les contorsions d'Olaf Scholz, qui va en Chine parce qu'il est obligé. Il y a des intérêts vitaux tellement importants pour le pays. Mais demain... ou après-demain, ça sera la crise de Taïwan, qui est un peu l'Ukraine de la Chine, et il faudra prendre des mesures beaucoup plus... Pour toi, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Tu l'écris, c'est noir sur blanc. En fait. On discute, Laurence Daziano, que tu connais sans doute, vient nous voir régulièrement. Elle dit, il peut y avoir... Enfin, elle plaide plutôt pour une sorte de solution biologique, un petit peu comme les États-Unis avec Cuba. On va laisser faire les choses et Taïwan, finalement, va revenir petit à petit dans le lit de la Chine et tout. Toi, tu penses à quelque chose de beaucoup plus radical. C'était, Stéphane, exactement ce qu'on disait pour Hong Kong. Ouais. Solution biologique, ça va se faire petit à petit. Un pays de système. Ouais. C'était même théorisé par Pékin. Oui, c'est vrai. Et puis ça a dérapé, parce que le peuple de Hong Kong a dit, les amis, on en voudrait un peu plus. Ouais. Puis ils sont énervés, on a commencé à embastiller les libraires, et puis à museler les étudiants, etc. Puis il y a eu ces grandes démonstrations, la loi martiale proposée par Pékin pour embastiller tout opposant, et puis voilà, Hong Kong c'est fini. Et moi, ce qui m'inquiète, je n'ai pas de certitude, hein, mais disons, je pense que c'est le scénario le plus probable, parce que justement sur Hong Kong, la Chine ne s'est pas embarrassée de précautions. Et ça me semble montrer le fait qu'elle n'a plus rien à préserver parce qu'elle a compris qu'elle aurait Taïwan par la force. Et que de toute façon, le moment de vérité arrivera. Il me semble que c'est l'interprétation. Absolument, ça reste intéressant. Sur le fond, attends, parce que sur la Chine, ce que tu dis, et ça peut résonner finalement et peut-être faire réfléchir encore plus les grands patrons, mais j'ai exactement les mêmes échos que toi. Mais vraiment. Et en fait, ça avait commencé un peu avant l'attaque russe sur l'Ukraine. Oui, tout à fait. Ils ne pensaient pas à la Russie, mais ils pensaient déjà à la Chine. Oui, mais tu dis, de toute façon, vous embêtez pas les amis, le moment chinois est terminé. Oui. Je pense que ça, c'est assez important d'avoir ça en tête. Alors moi, je veux que tu me racontes ça, parce que tu le décris très très bien. Il y a la simultanéité de plusieurs évolutions. Bon, au plan politique, le pays se radicalise, il aura beaucoup moins de marge de manœuvre, justement, pour piloter l'économie comme il l'a fait de façon très habile pendant 30 ou 40 ans, en laissant le naturel capitaliste des Chinois s'exprimer. Au plan démographique, c'est la falaise. Voilà. Il y a un chiffre qu'il faut retenir qui est spectaculaire. Depuis 2015, la population active chinoise, qui est quand même, rappelons-le, le socle de la puissance, parce que c'est le socle de l'économie. Donc c'est le socle de l'investissement militaire. La population active chinoise diminue de 7 millions de gus par an. 7 millions par an. Chaque année, moins 7 millions. Alors, il y a du stock, hein. mais quand même, la pente est là. D'autant que les 7 millions, ils disparaissent pas, hein, ils deviennent retraités. Et voilà. Donc ça veut dire que les priorités du régime vont changer. Et qu'un pays d'ailleurs qui vieillit
ça limite un peu son ardeur guerrière, hein, par définition. Et ça fait que ses priorités économiques vont plutôt à la redistribution. Donc, globalement, si on regarde le miracle chinois vu de Sirius, les 40 dernières années, c'est quoi ? C'est le plus gros exode rural de tous les temps. Ouais, c'est ça. Où on a transporté 300 ou 400 millions de personnes de la campagne aux villes de la côte orientale. Tu dis à un moment un chiffre que je n'ai pas compris, je dois te dire, François. Tu dis la force de travail chinoise a doublé le nombre de travailleurs dans le monde à un moment. Je ne sais plus le chiffre exact, mais en tout cas... En tout cas, c'est l'ordre de grandeur oui, que ça a apporté, quoi. Tout à fait, la force de travail chinoise, et puis, conséquence de la chute du mur, l'irruption des Russes, des Tchèques, des Slovaques, etc. Hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ou quasiment, en 18 mois, la population active mondiale connectée à l'économie monde, et ah voilà, c'est ça le truc, connecté à l'économie monde. En Afrique, il y a une population active qui est très importante. D'accord, voilà, c'est ça le truc. Mais donc, ça veut dire que le marché du travail mondial actif a doublé de taille. Et c'est ça qui a pesé sur les revenus des non-qualifiés chez nous. Parce qu'un non-qualifié français, il est à peu près aussi productif qu'un non-qualifié chinois, mais si ce n'est qu'il est payé 5 fois plus. Ouais. Donc, politique, démographie, désincarcération de la Chine de l'économie mondiale sous la poussée américaine, hein, bien sûr, tout ça me fait dire que... et puis monter des coûts, évidemment, liés à la démographie. Hein, les salaires chinois, en ce moment, c'est la folie. Tout ça me fait dire que l'âge d'or industriel de la Chine, c'est fini. D'autres arrivent. Hein. Et c'est... Oui, non, mais tu dis... Alors, c'est parce que le passage est assez formidable. C'est-à-dire que c'était donc le moteur, effectivement, qui permettait la mondialisation libérale. Tu dis, il n'y en aura pas d'autres. T'expliques pourquoi, mais il faut quand même que les gens aillent lire le bouquin, donc on ne va pas tout dire non plus. T'expliques pourquoi l'Inde n'a aucune chance. Et à un moment, tu dis, le grand avantage de la Chine dans la course au développement était d'être passé par 30 années de communisme brutal et obtus, qui a méthodiquement éradiqué le féodalisme qui prévalait avant, sans compter l'amélioration extraordinaire des conditions sanitaires que seul un régime autoritaire pouvait réussir en une seule génération, et parce que l'égalité homme-femme, unique en Asie, qui a permis d'installer les femmes chefs d'entreprise ou responsables d'administration. C'est vrai, moi j'ai connu ça. Quand j'habitais en Chine il y a 35 ans, j'étais sidéré. On voyait des femmes patronnes à peu près partout. Alors le paradoxe, c'est que maintenant ça a un peu disparu parce que ce fameux féodalisme, il est revenu sous la poussée capitaliste. On revoit les structures traditionnelles se reconstruire. Pas exactement comme elles étaient, mais on n'est plus dans l'égalitarisme communiste. Mais c'est vrai que ça constitue un socle incroyable pour le décollage chinois. Et Deng, quand il fait son discours le 18 décembre 1978 dans l'Assemblée du Parti communiste, etc., pour dire, en gros, on va y aller, il hérite d'un pays qui est exsangue d'un certain côté au plan politique, avec des dizaines de millions de victimes, la révolution culturelle, etc., la bande des quatre, mais... Au moins, il y a ça. Il y a un hôpital à tous les quartiers, à tous les coins de rue. Et puis, il y a des écoles qui marchent. Donc, tout le monde sait lire et écrire. Sur un pays de, je ne sais plus combien il y avait de centaines de millions d'habitants à l'époque. Et tu ne crois pas que ça peut, pardon de le dire comme ça, mais juste mal tourner ? C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, les statistiques, notamment sur le chômage des jeunes, sont quand même assez inquiétantes. C'est tout à fait possible. Puis le bourgeonnement qu'on voit, justement l'erreur du zéro Covid, qui est au fond causée par l'inefficacité du vaccin. Hein. Absolument. Et là-dessus, on s'est trompé. Moi, le premier, sur l'analyse de la première phase. C'est vrai que moi, j'étais très admiratif de la façon dont ils ont géré le truc. C'était autoritaire, etc. Mais enfin, 4000 morts seulement quand nous, on était confinés, etc. La réalité, c'est que le confinement en tant que tel n'est pas une solution. Il ne l'est que pour patienter pour avoir le vaccin. Entre parenthèses, merci qui ? Merci Trump, encore une fois. Hein. Ouais, bien sûr. C'est lui. Et merci l'Amérique, bien sûr. Donc, eux n'ont pas eu ça, mais c'est possible que ça finisse mal. Enfin, que ça tourne mal. Bon, en tout cas, ce que tu dis, et c'est là où le cycle aussi nous concerne, nous, directement. D'ailleurs, enfin, je voulais l'apporter et puis j'ai oublié. Je voulais apporter le bouquin de Tesmar et Landier, le bouquin dont on a parlé nous ensemble l'année dernière sur le prix de nos valeurs. Et si Tesmar et Landier reconnaissent une erreur des économistes, c'est justement ce rapport entre le consommateur et le producteur, parce que la science économique donne raison d'une certaine manière à l'économie libérale, tout à fait, oubliant
que y a une sociologie qui fait qu'il y a des gens, quand les usines ferment, peut-être que le monde est plus efficace. Oui. Mais eux, c'est la détresse qui s'installe et que rien ne peut venir corriger ou... Sinon, la redistribution telle qu'on la pratique, mais avec les inconvénients qu'elle a. Mais oui, et même pas d'ailleurs. Et elle ne règle pas le problème. Elle règle pas le problème. C'est vrai. Et en plus, alors je pense que d'un certain côté, cette parenthèse libérale, comme son nom l'indique, elle nous a éloignés des fondamentaux du monde. On revient à la situation normale aujourd'hui, c'est-à-dire le risque géopolitique qui prévaut. Dans un monde comme ça, qui n'est pas un monde de beau temps, qui est un monde de tempête momentanée sur l'énergie, sur je sais pas quoi, demain l'alimentation. À part ça, c'est un livre optimiste, hein, les amis. Non, mais je pourrais aller plus loin pour reprendre. Vas-y. Parce que je pense justement que si on prend la mesure de ces nouveaux dangers, on peut réindustrialiser le pays avec un équilibre différent, c'est-à-dire plus d'emplois, plus de salaires, des prix plus élevés. Bien sûr. Mais avec justement la main donnée aux producteurs, parce qu'il y a des considérations stratégiques qui prévalent. Et c'est là où la théorie économique est un peu faible. C'est qu'elle résonne dans un monde abstrait où les seules frictions sont l'offre et la demande. Tout à fait. Et c'est celui que nous avons connu, mais les amis, il est terminé. Voilà. Et c'est pour ça Et puis, c'était pas les seules frictions, en fait. Il y avait des frictions sourdes, lourdes, bien etc. sûr, qui ont mis un moment pour s'exprimer, voilà. parce que... Et qui justement, finissent dans les gilets jaunes. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et dans un monde où la considération, la contrainte politique revient à fond, la loi de l'offre et la demande, c'est, pour le coup, il n'y a plus de gaz, quoi. Il n'y a plus de gaz, peut-être il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de santé, il n'y a pas de vaccin. La loi de l'offre et la demande avec les vaccins, c'est le plus gros qui prend la première caisse, et puis les autres, C'est là où, François, on a encore un petit peu, mais on va vers le... C'est là où j'ai du mal à trouver l'optimisme dans ton truc. C'est-à-dire que... un point dont je veux parler avec toi, c'est-à-dire le truc que tu ne digéreras jamais, c'est l'euro. Oui. Ça là-dessus, tu es constant depuis que je te connais. C'est vrai. L'euro est une ânerie. Je pense que c'est au plan économique, pour le coup, c'était une folie. Il a une raison économique qui était très puissante, que j'ai d'ailleurs sous-estimée, parce que je pensais que ça ne tiendrait pas. En réalité, l'attachement politique est tel que ça finit par oublier l'extraordinaire coût économique. Mais c'est l'attachement à l'épargne, en fait. Oui, bien sûr. Mais d'un continent vieillissant. Exactement. Je ne pourrais pas mieux dire. C'est en quelques mots exactement ce que je pense. Mais ça a un prix. Voilà. C'est les jeunes qui manquent. Sauf que, et c'est là où je suis optimiste, c'est que je pense que ça va s'inverser. L'inflation, c'est justement ce qui va changer le truc. Parce que l'inflation, c'est l'ardoise magique sur celui qui est endetté. C'est plutôt les jeunes, plutôt les boîtes qui investissent. Et qui payent, c'est le rentier, plutôt les vieux, qui jusqu'ici avaient l'euro avec une inflation à 0,5 et qui, demain, me semble-t-il, je ne vois pas de raison pour que l'inflation s'arrête. Quand on additionne la démondialisation, qui est structurellement inflationniste, puisque si on ne peut plus aller produire en Chine... C'est ce que tu viens de dire. Si on veut donner plus d'argent aux producteurs, il va falloir, nous, consommateurs, payer plus. Payer plus cher. La démographie, qui est aussi structurellement inflationniste. L'extraordinaire débauche de la création monétaire. D'un certain côté, là, l'inflation, c'est le quoi qu'il en coûte qu'on nous reprend. Donc, il y a débat là-dessus. Mais enfin bon, on va pas... Oui. Il y a débat là-dessus, mais tout ça me fait dire qu'on est au début de la période inflationniste et que la bonne nouvelle, c'est que l'inflation n'est pas mauvaise en soi. Elle est mauvaise pour certains, mais elle est bonne pour d'autres, comme tout phénomène économique. C'est-à-dire que ça fait des gagnants et des perdants. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr que ça soit un mauvais régime que celui qui pointe. Ah mais tu dis même qu'il faut y aller, quoi. Tu dis entre indexation et Mélenchon, il va falloir choisir. Oui. Belle formule. Et entre indexation et défaut sur la dette, quoi. C'est-à-dire que dans un monde surendetté, l'inflation est une façon de faire défaut sans le dire. Ouais. Et que ça va nous aider quand même pas mal. Ouais. Encore une fois, n'imaginons pas qu'il n'y a pas que personne ne paye. Ça, c'est la théorie justement des Mélenchon. C'est saugrenu. S'il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui paye. Et on peut très bien l'identifier. Mais je pense que c'est bien pour nos enfants. Et je m'en réjouis pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moment de courage politique européen quand même. Parce que tu parles aussi... mais il y a des moments très intéressants sur l'Allemagne. Et pour toi, l'Allemagne, c'est la grande inconnue du truc aujourd'hui. Mais ça veut dire... C'est ce qui m'inquiète un petit peu pour le coup. Parce qu'une Allemagne prospère était une amie, une alliée. Elle a même accepté en gros de payer pour nous.
C'est là où il faut nuancer le jugement sur l'euro. Si la France ne fait pas faillite, c'est parce que nous avons la garantie allemande. Oui. Hein. Donc, et un jour ou l'autre, elle sera exercée. Où on va, tous les jours, il y a une nouvelle aide, etc. Et encore, je ne me plaindrai pas des aides pour les entreprises, mais celles pour les particuliers qui achètent du bois ou pour les gens qui réparent leur vélo. Pour les entreprises, François, à un moment, il faut arrêter. Oui, sans doute. Quand Bruno Le Maire sort d'une boulangerie avec la facture d'électricité en disant la boulangerie ne fermera pas, à un moment, il faut arrêter, non ? Sans doute. Bon, enfin, donc, je pense que... L'Allemagne, tu dis, il peut y avoir une Allemagne qui doute ou qui est inquiète sera probablement moins conciliante et il faut s'y préparer. Il faut relire Jacques Bainville, Histoire de deux peuples. Jacques Bainville qui était un journaliste d'ailleurs de l'entre-deux-guerres. Alors, l'extrême droite monarchiste, mais un esprit pénétrant et qui fait l'analyse des relations entre la France et l'Allemagne depuis le traité de Westphalie, 1640, et on voit bien les déterminants fondamentaux, et jusqu'ici nous avons réussi, alors c'est la vertu de l'euro aussi, il faut que je l'admette, moi qui suis un opposant, ça, pour le coup ça a ceinturé le taureau, hein, aussi. Et ça nous oui, totalement. Je suis pas sûr que ça nous ait aidé à nous réformer. Quoi qu'on en pensait, au contraire, ça nous a plutôt déresponsabilisés, mais au moins, ça a permis d'aligner tout le monde sur un objectif commun. Et une Allemagne qui perd l'énergie pas chère russe, le marché chinois, le parapluie américain, pas tout à fait, mais enfin, qui en gros a la guerre à sa porte, ce qui justifie qu'elle sorte le carnet de chèques pour s'équiper en dépenses militaires. Qu'est-ce que ça va donner pour l'Europe ? Je ne sais pas. Le chancelier Scholz, alors est-ce que c'est la période traditionnelle propédeutique d'un chancelier qui arrive, qui doit se frotter aux autres, c'est pas le gars de transition, lui, après la longue période Merkel, en attendant quelques... Bon, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'étais frappé par la profondeur de cet homme, son intelligence, et par, je vais utiliser un mot qui n'est pas français, son assertivité. Nous sommes l'Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Nous sommes l'Allemagne, nous sommes la plus grande économie du continent et nous sommes au centre du continent. Probablement Angela Merkel devait penser la même chose, mais elle ne le disait pas. Non. Et elle faisait toujours des salam-aleiks sur l'amitié franco-allemande entre-temps. Ouais. Là, c'est plus du tout ce qu'on entend. Et je ne sais pas s'il faut attribuer les difficultés du couple franco-allemand qu'on a pu observer récemment, justement, à un changement de pied ou juste à une période d'adaptation pour une coalition qui en plus a des problèmes disons pour se réconcilier. De cohérence, de cohérence politique. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a une question quand même. Ah oui, il y a même une sacrée question. Ouais. Il y a une sacrée question. Mais juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que ça implique, donc effectivement, structurellement, l'inflation structurellement favorable aux jeunes écritus, mais ça implique à ce moment-là qu'il faut des choix politiques. Le problème qu'on a, moi je le vois, ça me rend fou à chaque fois, enfin les décisions qui sont prises, réforme des retraites, il n'est pas question de toucher aux pensions, il n'est pas question de toucher aux retraités, etc. C'est les vieux qui votent. Et oui. Tu vois, c'est cette contradiction-là qui m'inquiète énormément. Mais on peut retourner le truc. Vas-y. C'est-à-dire que pendant des décennies, la France ne s'est pas réformée, sauf en enfumant les Français grâce à l'inflation. C'est-à-dire en payant les gens en monnaie de singe. Et de fait, une inflation à 8 permet d'indexer seulement en partie certaines dépenses de redistribution, de façon à les faire diminuer. J'espère qu'on ne va pas continuer à indexer les retraites, tu vois, pour le dire très brutalement. Pardon, mais c'est ça le sujet, quoi. De ce point de vue, il y aura un levier que nous n'avions plus pendant la période de stabilité des prix. Je comprends. Et ce n'est pas un levier très glorieux, mais c'est le seul qui marche en France. Le sujet, François, tu le sais mieux que moi, elle ne se contrôle pas, l'inflation. Le problème, c'est que tu lâches. Non, c'est vrai. C'est le tube de dentifrice, là. C'est vrai, je me souviens de Trichet qui disait... Le problème, tout le monde nous dit faites un peu d'inflation, voilà. mais on ne sait pas arrêter le truc peu. Voilà. Non, c'est vrai. Et de ce point de vue, moi je ne serais pas étonné qu'on soit dans les années qui viennent par moments surpris par, je ne dis pas l'hyperinflation, mais en tout cas une hausse des prix beaucoup plus forte que celle que nous avons encore, parce que
tout pointe vers un redémarrage assez vif et assez durable, quoi. De l'activité économique. Non, de l'inflation. Ah, de l'inflation. Sur l'activité économique, bon, Non, je te demande pas, à la limite, peu importe. Non, sur l'inflation, tu penses qu'on est rentré dans un monde durablement inflationniste. Démographie, démondialisation, création monétaire. C'est trois... Oui, mais la création monétaire, c'est fini. Ah, pour combien de temps? On a pris goût, hein. À la moindre difficulté. Elles ne sont pas moindres en plus, hein. Le Covid, la crise énergétique, on y va. On va voir ce que donne l'expérience britannique, qui met quand même 55 milliards. Si on a deux concerts, l'inflation et donc l'indexation généralisée et la création monétaire qui continue, là, effectivement, on n'a plus de dette, là, on est tranquille. Ça va être le bon côté de la chose. Mais on n'y est pas du tout. Enfin, et là, je parle. C'est Philippe de Sertine qui en parle très très bien, qui dit nous n'avons absolument plus le mindset. Moi, je discute avec notamment, mais tu le fais aussi, c'est très intéressant, sur des cercles pricing ou sur des vendeurs, etc. C'est rappeler des gars des années 80 sur mais comment on faisait pour passer 3 hausses de prix ou 4 hausses de prix dans l'année. Plus personne ne sait. Le client se sent insulté. Enfin, c'est très très fort. J'ai reçu un mail là la semaine dernière de la société de téléalarme qui s'occupe de ma maison. C'est un abonnement assez modeste, tous les mois, etc. Puis je reçois un mail, cher monsieur, machin, on augmente nos prix, ça ne m'étonne pas, mais on vous conseille de lire la clause 19 alinéa B. Je me reporte sur le truc. Désormais, les prix de cette entreprise sont indexés sur l'évolution des prix tous les 1er janvier. Ah, dis donc. Donc ça commence. Tels qu'ils sont mesurés par l'INSEE. Oui, ils disent d'ailleurs, c'est l'IPC de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation. Et si jamais il disparaît, on en prendra un autre. Et ça commence. Ouais. On voit que on est parti pour l'indexation. Aujourd'hui, les salaires du privé ne le sont pas encore. Du moins, des salaires des gens qui sont en place. Ceux qui changent de boulot, il y a de fait une augmentation assez oui, mais ceux-là, substantielle. c'était déjà les gagnants de la mondialisation, ceux qui changent de boulot. Donc Non, parce que Stéphane, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui voient leur salaire le plus augmenter, c'est les non qualifiés. C'est ceux dont on a besoin de la présence physique. Parce que les autres, finalement, ils négocient un peu de télétravail et l'équation se règle comme ça. Mais demain, je pense que les gagnants de demain, c'est plutôt les non qualifiés parce qu'on a besoin qu'ils soient là physiquement. Et que ça vaut plus cher dans un monde où justement on est en pénurie et où il faut réorganiser les choses. Merci François. Merci Stéphane. Merci à vous. Mais non, merci à vous. On continue, évidemment. On continue Bismart et donc le bouquin de François Langlais. Rien ne va, mais l'inflation. L'inflation va peut-être nous apporter des solutions. On continue Bismart. On repart. Bah, à la limite, on va se connecter au sujet dont on parlait avec François Langlais. Emmanuel Grimaud est avec nous. Salut Emmanuel. Bonjour Stéphane. Fondateur de Maximis Retraite. On en parlera d'ailleurs, hein, tu élabores, notamment pour les grandes entreprises, des plans de départ ou de gestion, on va dire ça comme ça. Hein, d'accompagnement et d'aide à la décision. Et d'aide à la décision de leurs seniors. C'est toi qui... Alors tu sais, c'est un chiffre que je répète sans arrêt. Ça doit être un des chiffres que je répète le plus souvent. Notamment, en fait, je discutais, alors c'était cercle RH, autour de la formation et autour de la nécessité. C'était, alors mais je peux le dire, je peux les donner d'ailleurs parce que les chiffres sont publics, discussion très intéressante que tu connais peut-être avec le patron de l'université d'Alstom, Alstom University. 20 millions d'euros de budget par an. 20 millions d'euros de budget par an, Alstom University. Quelque chose, hein ? Oui, c'est quelque chose. Et le gars expliquait, c'était absolument passionnant, il dit, en fait, tout le monde parle de rétention, moi je crois qu'on se gourre. Moi je veux former des gens, assumer presque comme une option stratégique l'idée qu'ils partent, parce qu'ils porteront mes valeurs, parce qu'ils reviendront, parce qu'ils repartiront, et les carrières de l'avenir sont celles-là, encore plus si on sait qu'on va travailler jusqu'à 65 ans. Je trouvais ça brillant. Oui, et je suis tout à fait d'accord sur le concept, mais lui, il est patron de l'université, donc la formation, c'est sa raison d'être. Mais attends, c'est Alstom, hein, ça veut dire, c'est pas Capgemini, il y a de l'industrie là-dedans. Le patron de la business unit, qui a eu quelqu'un qui l'a bien formé pendant 2 ans et demi, et qui effectivement, au bout de 2 ans et demi, s'en va,
ça l'amuse beaucoup moins. Sauf si, parce que ça fait partie du truc, ce patron de business unit, il est intéressé à ce qu'il y ait du mouvement dans ses effectifs. Ouais. Sauf si l'entreprise décide, et c'est pour ça qu'on parle d'option stratégique, qu'une BU figée pendant 3, 4, 5 ans, eh ben, c'est pas bien. Voilà. Et le manager n'a pas bien fait son boulot. La fluidité, de toute façon, de l'emploi, et ce qu'on a d'ailleurs en ce moment avec la possibilité de donner sa démission, ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans ou 10 ans, et de retrouver un job le lendemain, c'est de toute façon effectivement bénéfique pour tout le monde. On est d'accord là-dessus. Exactement. Et donc il y a ce nouveau concept, je vais arrêter, on va parler des retraites, mais ce nouveau concept, alors nouveau peut-être pas pour toi, il est nouveau pour moi, je l'ai découvert récemment, d'offboarding, c'est-à-dire au moment où tu intègres le gars, ben, tu discutes déjà avec lui des conditions dans lesquelles il pourra partir. Absolument. Absolument, c'est une réflexion très long terme et globale. Et peut-être que toi, en tant que patron de boîte, tu as en tête aussi, parce que toi, tu as besoin de essaie de les garder. Tu as besoin de les garder. Mais toi, et il reste. Et parce qu'ils ont une expertise aussi, ils développent une expertise très particulière. Bon, donc... indexation des retraites, là, on en parlait avec François Langlais. Tu me dis, t'inquiète pas pour l'indexation des retraites. Bah si, je m'inquiète, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même une priorité donnée aux retraités. Oui, mais tu t'inquiétais en disant ça va coûter trop cher, etc. L'Arco-Agirc a augmenté là, au 1er novembre les retraites de 5,12%. Donc on est très loin de nos 7% d'inflation. Rappelons quand même que dans les 10 dernières années, l'Arco-Agirc a désindexé, je crois, sur 7 des 10 dernières années. Alors qu'on avait quand même un petit pourcent d'inflation. Alors qu'on avait désindexé en dessous de l'inflation, augmenté moins que l'inflation. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs en partie l'amélioration fulgurante des comptes de l'Agirc, qui est à 4 milliards d'euros d'excédent l'année dernière, je rappelle quand même. La hausse de la masse salariale, la base de cotisation, donc la COS, les chiffres de la COS. Sur les 6 premiers mois de l'année, on n'a pas encore les chiffres de septembre, sur les 6 premiers mois de l'année, c'est plus 11,5% par rapport à l'année dernière. C'est plus 9,5% par rapport au 4e trimestre de 2019. Donc ça veut dire qu'en donnant 5,4, l'Agirc Arco, en fait, se garde 5%. On peut voir ça comme ça. Et dans les 6 premiers... François a raison, c'est une très bonne nouvelle. Dans les 6 premiers mois de l'année, on n'a pas eu encore l'effet des augmentations inflation dont on a commencé à parler vraiment justement à la fin du printemps, pendant l'été, où les boîtes ont dit, où les grandes entreprises ont dit je vais augmenter de 5%. Donc c'est 11,1%. Donc le Q3 et Q4, septembre et décembre, auront, à mon avis, des augmentations de masse salariale, donc de base de cotisation, donc de rentrée de cotisation pour la maladie, pour la Sécu maladie, c'est très bien, mais également pour les retraites qui vont être très significatives. Alors attention, et accessoirement... Non, mais il faut juste préciser, masse salariale, tu as raison, c'est le chiffre, la baisse du chômage, évidemment, il n'y a pas que des augmentations de salaire, il y a aussi baisse du chômage. C'est le taux d'emploi. Oui, bien sûr. C'est la traduction. Non, parce que les gens peuvent se dire, mais enfin bon Dieu, qui a été augmenté de 11%? Non, personne. Hein, c'est les 6-7% d'augmentation, 8% pour la hausse du taux d'emploi, plus les augmentations, voilà. Plus effectivement les gens qui changent de job, comme vous évoquiez tout à l'heure, je passe d'un employeur à l'autre, je fais une petite culbute. Mais en tout cas, la base est quand même très, 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 très solide. Ce qui, d'une certaine manière, je sais que tu n'es pas chaud avec la borne d'âge, mais ce que tu viens de dire là, plaide en faveur de la borne d'âge. C'est-à-dire, et là, il faut vraiment bien, on en discute ensemble assez souvent, mesdames, messieurs, mais l'idée, quand Elisabeth Borne dit, comme elle l'a dit là au milieu de la semaine, la réforme des retraites ne servira pas à payer autre chose que les retraites. D'une certaine manière, elle ment par omission. Parce que effectivement, les cotisations retraite iront toujours vers les régimes de retraite, mais tout le reste, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de travail, elle va bien servir. Les augmentations de CSG et vers l'assurance maladie. Absolument. Mais là encore, Macron l'avait évoqué en début d'année, s'il y avait un passage à 65 ans auquel je ne crois pas et que je ne souhaite pas... Ils ont l'air déterminés, là. Mais s'il y avait un passage à 65 ans, les excédents générés et à l'Arco-Agirc, d'un côté, qui a annoncé des prévisions quand même, où leur réserve passerait de 70 milliards à 130 milliards. L'Agirc a 4 milliards d'excédents l'année dernière. L'Agirc ne va pas pouvoir avoir des excédents tous les ans de 10 milliards d'euros. Et ben on baissera les cotisations. On baissera les cotisations, peut-être. Ou on mettra autre chose. Et on peut imaginer un transfert des allocations vieillesse vers, effectivement, maladie ou dépendance. Et ça, je crois... du côté de la CNAF, du côté du grand régime de retraite, c'est quoi les effets d'une borne d'âge à 65 ans ?
Parce que tu amènes un chiffre que je ne revois nulle part. Tu dis, c'est un gain de 30 milliards d'euros par an. Sur la totalité, c'est 12 milliards pour la CNAV et 30 milliards. La CNAV, c'est un tiers des retraites versées en France. Donc si tout le monde décale de 2 ans, on va dire que le gain se retrouve sur la totalité des régimes, donc ça fait 30 milliards. Mais pourquoi est-ce que... Non, 30 milliards pour 2 ans de décalage. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous donne pas ce chiffre ? On le retrouve dans certains... Ah, tu le retrouves, mais dans les déclarations, c'est quelques milliards à droite à gauche, parce que moi, je bois tes paroles, donc à chaque fois, je dis, bien sûr que si. Et en fait, tu cherches... Non, mais les excédents sont considérables. Alors là, il y a des chiffres qui sont sortis qui me laissent un petit peu perplexe. Je ne comprends pas pourquoi les politiques les minorent. Qui nous disent... borne d'âge, effet considérable justement de cet ordre de grandeur. Et si on augmente le nombre de trimestres, des effets minimes, j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi. Tu dis, ils ont l'air déterminés. Oui, c'est vrai, quoique il y a toujours cette petite musique qui est de dire on est prêt à négocier. Il y a quand même quelque chose qui a changé en 6 mois. Il y a 6 mois, on avait le MEDEF qui nous disait c'est 65 ans ou rien, et les Républicains qui depuis 10 ans nous disent c'est 65 ans ou rien. Dans une interview il y a 1 mois, Geoffroy Roux de Bézieux a dit finalement la borne d'âge, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est l'âge effectif moyen de départ, qui est déjà à 63 ans et 4 mois dans le privé. Ouais. Et hier, je ne sais pas si tu as entendu, Olivier Marleix, patron des députés LR à l'Assemblée, a quand même dit et répété et re-répété en disant ne parlons pas de 65 ans, c'est de la provocation. Faisons les choses progressivement. Et il a même dit, à ma grande surprise, en disant commençons par faire 63 ans et puis après on verra pour le 64. Ce qui, dans le discours des Républicains depuis des années, et comme il est quand même patron des Républicains à l'Assemblée, je pense qu'on peut l'écouter. En face. Oui, parce qu'il va avoir besoin d'eux pour faire voter son texte final. Si le MEDEF est d'accord pour l'âge moyen... Là, non, mais le MEDEF, enfin, laissons côté le MEDEF, en 2023, en ce moment, les gars. En 2023, on va encore rajouter 3 mois d'activité nécessaire. D'accord ? Donc, par rapport à l'âge moyen de 2020, où on était sur des personnes qui partaient avec 166 trimestres, en 2020, l'année prochaine, on sera sur des gens qui vont partir avec 168 trimestres. Chaque année, les gens ont commencé à travailler un petit peu plus tard. Donc, l'âge moyen effectif de départ, il se décale. Oui, et tu dis d'ailleurs, tu as une étude, en fait, ça va bien. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un effort que font les salariés. Ils sont à peu près satisfaits, tous très majoritairement. Hein, très majoritairement. 82%, c'est l'adresse. Et l'adresse, ce n'est pas une étude faite dans la rue. Hein. L'adresse, elle questionne les personnes qui viennent de signer leur départ à la retraite. C'est quoi, direction ? Direction des études statistiques de la sécurité sociale. C'est passionnant, c'est très très sérieux comme organisme. Leurs études, vraiment, je te les recommande. Tous les soirs, tu te fais une petite étude de l'adresse. Non, mais j'adorerais. Non, c'est vachement intéressant. Et donc, effectivement, ils ont 82% des gens qui disent on est content de notre date de départ. En fait, il y en a 67 qui disent on est parti au bon âge. Il y en a 17% qui disent on est parti trop tôt, on aurait voulu travailler plus longtemps. Et on a 18% qui disent on est parti trop tard. Ce qu'on n'a pas dans cette étude, c'est à quel âge sont partis les 18%. Est-ce que ces 18%, c'est ceux qui sont partis à 66, 67 ou pas, j'espère avoir les... Alors, borne d'âge, Emmanuel. Et même chose, on avait en 2003 67%, je crois, des Français qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir après 67 ans. On est tombé à un chiffre dérisoire aujourd'hui, après 60 ans, pardon. Oui, parce que 67... Non, après 60 ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus du tout remis en cause, le 60 ans, par les Français. Donc, borne d'âge. Moi, ce qu'on me dit, c'est borne d'âge, c'est une efficacité bien plus forte, parce que ça déclenche dans toutes les entreprises l'idée qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour garder les gars, les employés, travailler leur employabilité. Tu devrais être ravi de ça, d'ailleurs, parce que tout le monde appelle à ce moment-là Maximis Retraite en disant comment on fait, quoi. 2 choses, mais de toute façon, ils nous appellent dans un cas comme dans l'autre. Tu remplis les caisses de la sécurité sociale, c'est quand même ça le sujet. 2 choses. La première, c'est effectivement... l'égalité. En ce moment, il y a la baguette à l'UNESCO, donc on entend des boulangers toute la journée dans les médias. Hier, il y en a un qui disait « j'ai commencé à bosser à 15 ans ». Mais évidemment qu'il s'arrête, lui. Bah, pas forcément. Carrière longue. Mais non, s'il a du chômage, il ne s'arrête pas en carrière longue aujourd'hui. Moi, on est en train de travailler sur des fermetures d'usines où les gars, parce qu'ils ont fait 2 ans de chômage dans leur vie, ne peuvent pas partir en carrière longue. Alors qu'on a des cas de sup. Donc problème d'égalité, ok. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié la deuxième. Bon bah tant pis. Parce que moi, c'était le gain pour l'ensemble des finances publiques. C'est ça le sujet. C'est ton chiffre de 1,5 million. Tu dis, en gros, tu dis c'est 1,5 million de seniors
Donc, la borne d'âge à 65 ans, c'est 1,5 million de seniors qui devraient partir, qui ne partiront pas. Qui restent en plus dans les boîtes et qu'il faut occuper. Qu'il faut occuper, mais ils vont bosser enfin, Emmanuel. Dans tu dis que ça va coûter entreprises... combien, 37 ou 40 milliards non, d'entreprises 80 milliards d'euros 80 par milliards, an. mais ils vont produire, Alors, enfin, ces mais ça gens-là. dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Et là encore, c'est le côté 35 heures où on dit on fait la même chose pour tout le monde. Mais non, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a effectivement des besoins, café, hôtel, restaurant, et dans les restaurants, ils seront très contents que les gens bossent 3 ans de plus, il n'y a pas de problème. Il y a des secteurs, y compris dans l'automobile ou autre, où aujourd'hui, ça va être plus compliqué de garder les gens 3 ans de plus. Mais et on le sait très bien. L'automobile tout le monde manque de bras, tous les secteurs manquent de bras. Pas dans tous les métiers. Oh. Dans une même boîte, Allez, dans une même boîte, tu as des gens, tu as des métiers. C'est marginal sur le marché lesquels du travail, ça, Emmanuel. Non. Je te pose la question. Non, ça reste encore. Mais c'est effectivement essentiellement dans les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises qui ont le plus de mal à garder leurs seniors. Et on est bien d'accord, s'il y a un âge à 65 ans, mécaniquement, dans le mode de pensée, on va dire, bah tiens, je mets quelqu'un en formation à 59. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est un des défauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la culture en France de comment on s'organise. Et il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui nous disent, ah ben machin, on va virer les plus âgés parce qu'ils seront plus âgés, ils coûtent plus cher, etc. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, à 59 ans, ou 60 ou 62, sont tout à fait prêts à changer de vie. Ils ont payé la maison, ils ont les enfants qui ont fini leurs études, ils n'ont plus des besoins énormes, ils n'ont pas envie de prendre l'avion 4 fois par semaine, même si on le prend moins maintenant, et ils seraient peut-être tout à fait d'accord à réduire, alors ça peut passer par la réduction du temps de travail, à gagner moins que ce qu'ils gagnaient quand ils avaient 52, et avoir un rythme plus humain, plus agréable, et un job différent. Mais ça, les boîtes françaises ne savent pas faire. Sauf si, et on doit l'apprendre. Tu dis c'est 65 ans. Et là, tu n'as plus le choix. Et donc là, tu es bien obligé d'organiser ça. Si on passait à 65 ans, ça entraînerait une vague massive de temps partiel, d'aménagement, de temps de travail et autres. Et malheureusement, je crains que dans certaines boîtes, ça entraîne quand même des plans de départ un peu brutaux. Alors, tordre le cou, je le disais en sommaire, c'est sans doute l'une des plus grosses fake news du débat public. Oui. C'est la moitié des salariés partant à la retraite sont au chômage. Alors, on va voir un graphe que tu m'as envoyé. Sorti de l'adresse aussi, celui-là ? Oui, INSEE, je crois. INSEE. Alors raconte-moi un peu, ces lignes bleues, ces lignes jaunes. Alors, en fait, donc, ce qui est répété en permanence, et en particulier dès qu'il y a un débat sur la retraite, on nous dit « mais c'est ridicule, à quoi bon passer l'âge, faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, puisque de toute façon, la moitié sont au chômage avant de partir à la retraite ». D'où vient cette idée reçue et ce serpent de mer ? Ouais. En fait, on parle toujours du taux d'emploi des 55-64 ans. Déjà, c'est une mauvaise chose. Il faut parler, on le voit très bien sur le graphique, il faut parler du taux d'emploi des 55-59 et des 60-64. Le taux d'emploi des 55-59, c'est les lignes bleues sur la première partie du graphique. Il est bon en France. Il est à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe et accessoirement, il s'améliore. Le taux d'emploi... C'est vrai qu'on voit que ça décroche à 60 ans. Après 60 ans... Là, vous voyez sur le graphique, le premier vrai gros décrochage, c'est 60 ans. Absolument. Et c'est quoi ce qui est en jaune ? En jaune, c'est les retraités. Donc, notre taux d'emploi en France est plus bas entre 60 et 64 ans parce que les gens sont à la retraite. Et le petit bleu ciel, c'est les gens qui sont au chômage. Et là, toutes les études concordent, que ce soit l'AGIRC, l'adresse ou ce chiffre-là, je crois qu'il est de l'INSEE, les personnes qui sont au chômage au moment du départ à la retraite, c'est entre 10 et 12%. Donc c'est faux, c'est une fake news. Oui, mais le taux d'emploi est bas parce qu'il y a 70% qui, à 62 ans, avant la fin de leur 62e année, 70% des Français sont déjà partis à la retraite, dont les carrières longues, dont les régimes spéciaux qui partent beaucoup plus tôt. Effectivement, il y a 180 000 personnes qui partent en carrière longue chaque année. C'est le premier décrochage à 60 ans. Mais comment est-ce que une telle erreur peut perdurer ? C'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que... Parce que c'est important quand même. Ça a été... Il y a eu 3 séquences de... alors, consultation, on ne dit pas négociation, consultation. D'ailleurs, la 3e s'ouvre aujourd'hui. C'est celle, justement, où on va rentrer dans le dur sur le financement et la borne d'âge. Mais avant, il y en a eu une entière sur l'emploi des seniors. S'il n'y a pas réellement de sujet sur l'emploi des seniors, si ce n'est pas 50%, mais 14%, je ne comprends pas qu'un chiffre à ce point faux... C'est sidérant. Et alors, dans les médias, c'est parce qu'on n'a pas le temps.
Sur Bismart, on a le temps d'en parler, de le détailler. Et ensuite, on l'a régulièrement. Il y a certains économistes à qui on a envoyé ces chiffres qui essayent de contester, mais tu as un politique qui va taper dessus, parler plus fort en disant mais non, les boîtes virent tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un chômage qui est un petit peu plus long chez les seniors. Et ce qui est vrai également, c'est qu'il y a une utilisation un petit peu facile. Du côté, on se dit, tiens, à 59 ans, si quelqu'un est licencié, ou d'ailleurs demande à partir, hein, ça marche dans les deux sens, je ne sais pas quelle est là, on a une rupture conventionnelle à 59 ans, la personne, avec ses 3 ans de Pôle emploi, va être emmenée à l'âge de la retraite, donc 62, et là, on sait que si elle a passé trimestre, elle va rester à Pôle emploi 1 an, 2 ans, 50 plus. Donc, quelque part, c'est le double filet de sécurité à partir de 59 ans. Et il y a quelques années, quand la retraite était à 60 ans, il y avait un seuil de licenciement qui était fort à 57 ans. Ce seuil a glissé à 59. Ouais. Donc, quand le gouvernement dit on va faire que 27 mois au lieu de 36, c'est quoi? C'est de dire on va gagner 9 mois en fait sur ce seuil. Mais là encore, c'est pas des chiffres. Tu dis les plans de départ massifs et pré-retraite dès 55 ans, c'est marginal. C'est pas des chiffres considérables. On les voit beaucoup, mais sur la masse, c'est pas la majeure partie. Pour revenir à ce que tu disais là en conclusion, 500 000 retraités ont un contrat de travail et une fiche de paie tous les mois. Ça représente 30% des néo-retraités des 3 dernières années. Absolument. Chaque année, il y a 30% sur les 3 dernières années des gars qui sont partis à la retraite ont continué à avoir une fiche de paye et donc un Pas tout à fait, parce qu'il y a des personnes de 69 ans, 70 ans. Ah oui, d'accord. Mais chaque année, tu as 700 000 départs, dont 200 000 en carrière longue. Les carrières longues ne seront pas éligibles au cumul emploi-retraite, ou en tout cas, c'est compliqué. Donc en gros, chaque année, sur les 700 000 départs, il y en a 500 000 qui partent à l'âge légal et au taux plein, qui peuvent faire un cumul emploi-retraite. Donc sur les 3 dernières années, 21, 20, 19... il y a 1 500 000 personnes qui sont parties et il y a 500 000 personnes aujourd'hui en cumul emploi-retraite. C'est considérable. Et donc, derrière, il y a 500 000 fiches de paye, 500 000 contrats de travail. Alors, peut-être pas 500 000 boîtes, il y en a peut-être que 200, 300 000, 350, peu importe. Donc, quand on dit il est impossible de trouver un job à 62 ans, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on n'est pas dans la situation d'il y a 15 ans où effectivement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a 500 000 contrats de travail qui ont été signés pour faire travailler des gens qui sont déjà à la retraite. Ça veut dire, Emmanuel, en guise de conclusion, tu continues toujours à progresser. Il n'y a pas de nécessité de ruer dans les brancards. Le truc peut se faire. Pourquoi est-ce que tu es un petit peu... la borne d'âge te gêne, etc. et tout? C'est parce qu'on se rend bien tous compte que ça va mettre le pays à feu et à sang. Je pense que c'est pour ça aussi que Roux de Bézieux et que le MEDEF est emmerdé, qu'on est tous emmerdés par ce sujet. Et donc toi, tu dis, non mais les choses ne vont pas si mal. Il y a une amélioration mécanique par plein de paramètres, dont la réforme Touraine, dont le fait que le taux d'emploi s'améliore, que les boîtes ont besoin des seniors aussi. Hein. Ouais, mais bien sûr, mais voilà, là encore, tout ce dont on vient de parler. Donc les choses se font relativement naturellement. Et l'effet borne d'âge, comme l'âge pivot il y a 2 ans d'Édouard Philippe, l'effet borne d'âge, brutalité, quand Olivier Marleix parle d'une provocation... Ouais, mais attends, c'est de la politique, Olivier Marleix. Ouais, mais c'est quand même un revirement phénoménal du côté des Républicains. T'as raison. Et effectivement, on peut arriver, là encore... Alors, le Conseil d'orientation des retraites... 20 secondes pour finir. Je te donne rendez-vous dans un an qui nous annonce un déficit l'année prochaine sur le système de retraite. Moi, je parie ce que vous voulez, y compris avec les auditeurs, que l'année prochaine, le secteur privé sera en excédent très significatif. CNAV, Arcoagir sera en excédent l'année prochaine. Vu ce à quoi on a commencé, c'est-à-dire la hausse de la masse salariale. Évidemment. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec Aurélie Planex et on se retrouve lundi pour de nouveaux débats sur Bismart.